RTI Money. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine RTI Money sur la banque, les assurances et les finances. Et elle est présente avec moi, ma team de chroniqueurs qui sélectionne le meilleur pour vous. D'ailleurs, Soraya, de quoi allons-nous parler ce soir ? Aujourd'hui, Justine, je vais vous montrer un bon moyen de gagner du temps, économiser votre énergie avec les services de nettoyage après cérémonie, un nouveau concept sur le marché ivoirien. On en parle tout à l'heure. Merci Soraya. Et Christelle, vous nous emmenez en immersion dans un business de la bouche. Oui, Justine, ce soir, vous allez découvrir les innovations autour du métier de chef cuisinier. Vous allez voir comment certains ont décidé de diversifier leurs activités pour augmenter leurs revenus. Ce sera pour tout à l'heure. Et Monsieur Chiffre Landry, lui, cette semaine, a décidé de nous parler du pétrole ivoirien. Oui, Justine, nous nous intéressons aux hydrocarbures et plus particulièrement à la production pétrolière ivoirienne. Selon la Direction générale des hydrocarbures, la production pétrolière ivoirienne s'est établie à 13 194 133 barils à fin décembre 2019. Et vous aurez les détails dans EcoChiffres. Ce sera pour tout à l'heure. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique qui décrypte pour vous le jargon de la banque, de la finance et de l'assurance. Ce soir, focus sur cet anglicisme, le cash flow. Et puis en fin d'émission, j'ai rendez-vous avec le directeur général de la Versus Bank, Jérôme Ewi, qui nous donnera son regard sur l'environnement du monde bancaire et des conseils pour financer vos entreprises. Ça pourrait vous soulager. En attendant, voici EcoChiffres. Alors Landry, vous nous parliez de la production de pétrole et selon la Direction générale des hydrocarbures, c'est une production en hausse, c'est bien cela? Effectivement, Justine, une hausse de 11,96% pour la production pétrolière ivoirienne et qui est passée de 11 784 642 en 2018 à 13 194 133 en 2019, soit 36 148 barils par jour. On rappelle que ce sont les données disponibles à ce jour. En attendant, celles de la production de 2020 qui n'ont pas encore été rendues publiques. Mais on sait une chose, les chiffres de 2020 seront affectés par la crise sanitaire. Et quelle est la place de la Côte d'Ivoire sur le plan africain? Écoutez, avec cette production, la Côte d'Ivoire n'est qu'un modeste producteur sur le continent. Le Nigeria produit plus de 2 millions de barils par jour, puis l'Algérie, 1,49 million de barils par jour, l'Angola, 1,4 million de barils par jour et la Libye, 1,2 million de barils par jour. Mais la Côte d'Ivoire a fait mieux que le Niger, qui produit environ 20 000 barils par jour, et le Ghana, un peu plus d'une centaine. La Côte d'Ivoire compte combler son retard. Depuis 2015, elle a revisé son code pétrolier pour attirer de nouveaux investisseurs à travers de grands contrats. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui de 51 champs identifiés, dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou en négociation. Et on note aussi une importante découverte dans le secteur. Justement, est-ce que c'est une excellente nouvelle pour la Côte d'Ivoire? Écoutez, Justine, c'est une découverte absolument importante dans le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire qui viendra accroître les réserves existantes ainsi que la production pétrolière et gazière. Avec ce gisement, les réserves en gaz naturel devraient augmenter de 65% et celles du pétrole devraient décupler. En tout cas, c'est un dossier qu'il faut suivre de très près avant de rêver voir la Côte d'Ivoire devenir un émirat pétrolier africain. Et on compte sur vous pour ça. Merci Landry. À présent, passons à la prochaine rubrique de cette émission pour découvrir le business de la semaine. C'est parti pour le 24 heures avec. Christelle, avec vous, on va en immersion dans un métier qui a beaucoup évolué. Oui, Justine, il y a quelque temps, le chef cuisinier était cette personne mystère qui se cachait derrière les fourneaux d'un restaurant. Aujourd'hui, certains ont décidé de plus en plus de se rapprocher de leur clientèle. C'est le cas de Prisca Gilbert, chef multitoc, chef itinérante, chroniqueuse culinaire et maintenant auteur d'un livre. Mais combien toutes ces activités-là rapportent à ces chefs cuisiniers? Dans les fourneaux de Prisca Gilbert, on regarde. Action. Hello chers gourmands, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons cuisiner un produit très local de chez nous, la banane plantain. Dans la cuisine de sa résidence à Grand Bassam, Prisca Gilbert tourne un nouvel épisode de ses capsules vidéo culinaires. Chef réputée, elle a décidé il y a 6 ans de partager ses recettes gastronomiques avec le public via Internet. Nous allons passer à la cuisson de nos filets de banane plantain. Donc, créer des contenus culinaires pour des marques, une activité annexe qui fait les bonnes affaires de cette as de la cuisine. Avec Mathieu, son associé, elle a démarré cette aventure avec un investissement de 5 à 7 millions de francs CFA. Aujourd'hui, ces capsules font recette et représentent désormais un peu plus de 40% de son chiffre d'affaires. On a démarré en fait sur des investissements personnels.
Ensuite, lorsqu'on a eu des partenaires, des annonceurs qui nous ont sollicité pour du contenu, c'est là qu'on a commencé à avoir des revenus, un retour sur investissement. Pour le droit à l'image, on a des coûts de base entre 4 000, 6 000, 7 000 euros et on a pratiquement les mêmes coûts pour les coûts de production. Mais en fonction, comme je le dis, ça varie, mais vraiment en fonction de ce que le client veut. Entre 2,5 millions et 4,7 millions minimum versés par les annonceurs qui commandent ces mini-films culinaires. Des revenus additionnels pour Prisca, qui en 7 ans dans ce métier est passé par des cuisines prestigieuses et monnaie désormais cette précieuse expérience derrière les fourneaux. C'est clair que la renommée, les compétences jouent beaucoup. Pour les salaires, je dirais qu'on est entre 4 000 et 6 000 euros en fonction du chef. Il y a une dizaine d'années, ce n'était pas les salaires des chefs. C'est maintenant que ce métier est en train d'être valorisé. Les chefs ont une image un peu plus glamour, un peu plus chic. Une autre image du métier qui ouvre un plus large champ d'opportunités, comme des dîners privés à domicile pour lesquels Prisca est très sollicitée. Ce soir, elle doit en préparer un, mais avant, petit tour au marché pour les derniers achats. J'ai besoin de belles bananes aujourd'hui. Hein? Oui, comme d'habitude, c'est pas trop mûr, jaune, un peu dur. Banane qu'on peut faire foufou là. Voilà. Pour ce type de prestation, Prisca dépense entre 200 et 250 000 pour les courses, des achats qu'elle effectue dans des marchés traditionnels ou des supermarchés. Son obsession, garantir la fraîcheur de ses produits, ce que ses clients sont prêts à payer au prix fort. Les bottes sont un peu plus grosses aujourd'hui là. Oui, oui. C'est à combien? C'est à 1000 francs. 1000 francs? Oui. Dernier pour 1000 francs. On diminue pas un peu? Bon, si vous voulez vous donner 800. Bon, les matières premières peuvent représenter presque un tiers en fait du fonctionnement. Après, ça dépend des produits qu'on choisit, ça dépend aussi des choix du client. Il y a des clients qui vont choisir des produits beaucoup plus, je dirais, onéreux, donc forcément, ça pèse dans la balance. Avant son service de ce soir, Prisca est attendue à un rendez-vous un peu particulier. En dehors de son business culinaire, elle s'est lancée dans une autre activité périphérique, l'écriture de livres de recettes pour enfants. Avec son éditrice, la chef finalise le lancement de ce projet. Donc par rapport à ce qu'on fait pour la sortie du livre en fait, qu'on pouvait faire une sortie, un petit lancement, une petite soirée événementielle. On pourrait prévoir de faire les deux. Oui, avoir deux événements, c'est-à-dire un événement parents-enfants et un autre événement juste avec les parents. Nous, si on mise sur cette idée-là, c'est qu'on pense qu'elle est porteuse, elle va faire du bien à notre société et donc elle va aussi générer des revenus. Un livre de recettes de goûter que la chef prépare en hommage à sa grand-mère qui lui a appris à cuisiner. Chaque ouvrage sera vendu à 8 000 francs CFA et un tirage de plusieurs milliers d'exemplaires est prévu. De quoi représenter une nouvelle source de revenus pour la chef touche à tout. Je n'ai pas écrit ce livre-là pour gagner de l'argent, mais ça pourrait représenter, je pense, 5 et 10% de mon chiffre d'affaires. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une possibilité de faire des produits dérivés, de créer de l'événementiel autour de la sortie du livre et même sur du long terme. Et toutes ces activités-là pourraient générer des revenus additionnels. On commence le service dans 30 minutes. 21h, Prisca et son équipe s'activent en cuisine. Pour ce dîner d'anniversaire, elle a élaboré un menu découverte composé de 5 assiettes pour 12 convives. Prix par personne, 50 000 francs CFA. Chef à domicile, un service de plus en plus demandé par les particuliers ou les entreprises. Des prestations comme celle-ci, Prisca en réalise 2 par semaine. Danielle Yao, l'hôtesse de cette soirée, n'est pas à son coup d'essai. Faire cuisiner un chef pour soi, un service privilégié pour lequel elle est prête à mettre le prix.
Bon, les restos, finalement, on les fait pratiquement tout le temps. Quand on a envie de sortir un peu, on va au resto. Donc là, c'est une formule plutôt originale. Vous travaillez ensemble le menu en fonction de votre budget, en fonction du nombre de convives, en fonction de vos goûts, de vos préférences. Mais il faut que tu sortes, ça veut dire qu'il est temps de sortir. Voilà. Ouh, vite, vite, vite. Comme Prisca, les chefs cuisiniers deviennent de plus en plus des entrepreneurs culinaires à succès, en profitant du boom des services liés à la bouffe pour le plus grand plaisir de leurs clients. On l'a vu dans ce reportage, le métier de chef cuisinier est devenu un métier qui a fait sa mue, mais qui est surtout devenu un véritable business. Oui, Justine, ils sont nombreux comme chef Prisca Gilbert à avoir étendu leur champ d'action. Je vais vous parler de quelques-uns, à commencer par chef Christian Abégan, un chef camerounais considéré dans le milieu comme un des dinosaures de la gastronomie africaine. Il est formateur, consultant en ouverture de restaurants. Il est aussi auteur d'un livre appelé « Le patrimoine culinaire africain ». Il y a aussi chef Anto Kokagne, chef d'origine gabonaise, qui est l'initiatrice d'un festival appelé We Eat Africa, un festival qui réunit de grands cuisiniers professionnels africains et internationaux. Elle est aussi auteure d'un livre. Je vais terminer avec chef Dieveil Malonga, un chef d'origine congolaise installé à Kigali et qui est reconnu pour sa touche afro-fusion. Il est l'initiateur d'un réseau professionnel pour les chefs cuisiniers appelé Chef in Africa et il est aussi chef itinérant. On le retrouve dans de très gros événements, des salons et forums internationaux. Alors Christelle, je suis un cordon bleu, n'en doutez pas. Disons que je me retrouve demain derrière les fourneaux de mon propre restaurant. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on m'appelle chef Justine? Alors Justine, on vous appellera plutôt une restauratrice parce qu'avant d'être appelée chef cuisinier, il y a vraiment un long parcours à traverser. Cela commence d'abord par la formation. Vous pouvez faire un CAP en cuisine, un bac professionnel en cuisine, un BP en art de la table ou aussi un BTS option management des unités de production culinaire. Mais il y a aussi l'expérience. Vous allez passer par les différentes étapes, commis de cuisine, chef de brigade, sous-chef, avant de finalement obtenir la majestueuse toque de chef cuisinier. Alors ces formations-là, ici en Côte d'Ivoire, elles commencent à partir de 1,2 million et en Europe, vous paierez entre 8 millions et 12 millions de francs CFA environ pour une formation en cuisine. Mais il y a aussi, j'aimerais vous parler aussi du Saint Graal des chefs cuisiniers professionnels appelés l'étoile de Michelin. Ils ne sont pas nombreux, les chefs africains à avoir cette étoile, mais dernièrement, elle a été attribuée au restaurant Mosuke, détenu par chef Maurice Sako, une des grosses révélations aujourd'hui dans ce milieu. Il a fait sensation dans l'émission Top Chef où il a eu un parcours remarquable. Donc aujourd'hui, il fait vraiment la fierté du continent. Merci Christelle, en tout cas c'est bon à savoir et j'ai encore du chemin. Merci. À présent, allons à la découverte des bons plans de la semaine. C'est parti pour les bons plans de Soraya. Soraya, vous nous parliez en début de mission de nettoyage après cérémonie. Oui, Justine, alors disons que vous voulez organiser un événement avec vos amis, votre famille, mais le simple fait de penser au nettoyage après cet événement peut faire retomber votre enthousiasme. Alors aujourd'hui, il est totalement possible de faire appel à un service de nettoyage après cérémonie. Mais comment ça marche ? Alors c'est très simple, il vous suffit de joindre par téléphone l'une de ces entreprises et de préciser le type d'événement que vous allez organiser, le nombre d'invités que vous allez inviter et aussi préciser le lieu où vous allez organiser votre événement. Quelques jours avant cet événement, l'entreprise enverra une équipe sur les lieux pour faire un repérage et le jour J, muni de bassines, de torchons, de savon, de seaux, de balais, etc., ils viendront pour faire un nettoyage complet du sol au plafond. Un autre avantage avec ces entreprises, c'est aussi que si un verre ou une assiette se casse pendant le nettoyage, l'entreprise s'engage à tout rembourser immédiatement. Mais Soraya, moi je suis curieuse de savoir combien va nous coûter cette économie de temps et d'énergie? Alors Christelle, tout dépend du nombre d'invités que vous aurez lors de votre cérémonie, mais aussi de l'endroit où votre événement va se tenir. On peut prendre par exemple pour un événement de 15 à 25 personnes, il faut compter environ 15 000 francs CFA pour le nettoyage complet du lieu et la vaisselle. Pour un événement de plus de 400 personnes, il faut compter environ 80 000 francs CFA. Mais attention, les prix peuvent doubler, voire tripler, si vous décidez d'opter pour un nettoyage avant,
après et pendant la cérémonie. Mais au-delà du nettoyage après cérémonie, ces entreprises proposent aussi d'autres types de nettoyage, comme le nettoyage après chantier, le nettoyage après sinistre, le nettoyage après catastrophe naturelle et même le nettoyage après cambriolage. Merci Soraya, merci Christelle et Landry. On se retrouve dans une semaine pour de nouvelles rubriques. RTI Mani se poursuit dans un instant après la page pub. Vous suivez RTI Mani et vous faites bien, car dans quelques instants, j'ai rendez-vous avec Jérôme Ewi, directeur général de la Versus Bank, avec qui on parlera de la santé financière et des défis de la banque qu'il dirige. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la finance. Ce soir, plein feu sur le cash flow. Les détails. La bonne gestion des comptes d'une entreprise est capitale pour son développement et sa pérennité. Pour avoir une vision précise de la rentabilité de ses activités et de l'argent disponible dans ses caisses, les entreprises ont recours à des instruments comptables tels que le cash flow. Le cash flow est une expression anglo-saxonne qui signifie littéralement « flux de trésorerie ». Il désigne toutes les opérations d'entrée et de sortie d'argent des caisses d'une entreprise, c'est-à-dire tous les encaissements et décaissements qu'effectue une entreprise au cours d'une période donnée. Le cash flow est aussi un indicateur qui mesure la santé économique d'une entreprise. Il se matérialise par la différence entre le cash in, c'est-à-dire l'argent qui entre dans les caisses de l'entreprise, et le cash out, qui est l'argent qui sort de ces mêmes caisses. Le cash-in fait référence à l'argent qu'une entreprise reçoit lorsqu'elle vend des biens ou des services à ses clients, lorsqu'elle vend des actions à la bourse, emprunte de l'argent à la banque, etc. Tandis que le cash-out est l'argent que l'entreprise utilise pour faire fonctionner son activité, à savoir les achats de matières premières, les salaires, le remboursement des dettes, les factures, les impôts, les dividendes, etc. À la fin d'un exercice comptable qui s'étend en général sur un an, l'entreprise va, en plus du bilan et du compte résultat, établir son cash flow pour vérifier l'état de ses comptes. Le mode de calcul, les formules et le tableau de présentation diffèrent en fonction des lois comptables en vigueur dans le pays. En France, par exemple, ces données sont inscrites dans le plan comptable général établi par l'ANC, l'autorité des normes comptables. En Côte d'Ivoire et dans 16 autres pays africains, elles sont transcrites dans un système comptable dénommé SISCOADA, édité par l'OADA, qui est l'organe chargé de réguler le droit du commerce en Afrique. Si le cash flow est positif, cela veut dire que l'entreprise gagne plus d'argent qu'elle n'en dépense. C'est une garantie de bonne gestion qui rassure les investisseurs. Mais si au contraire le cash flow affiche un score négatif, cela signifie que les comptes de l'entreprise sont dans le rouge. Elle dépense donc beaucoup plus d'argent qu'elle n'en gagne. Il est recommandé à l'entreprise de diminuer au maximum ses charges. Le cash flow est un indicateur très important et très scruté par les acteurs de la finance qui le considèrent comme un outil phare de l'analyse financière des entreprises. Dans certains pays, comme l'Inde ou les USA, le calcul du cash flow est obligatoire et systématique pour toutes les grandes entreprises. Dans la zone de l'OADA, il n'est pas obligatoire, mais son établissement est fortement recommandé à tout chef d'entreprise qui veut éviter de perdre le flow. Notre invité ce soir est un pur produit de la banque avec plus de 39 années d'expérience, mais il est surtout le directeur général de la Versus Bank Côte d'Ivoire. Jérôme Ewi, bonsoir. Bonsoir Justine. Quel est votre regard sur l'environnement bancaire en Côte d'Ivoire? Le marché bancaire ivoirien s'est enrichi de nombreux acteurs. C'est situé aujourd'hui à 31 établissements, dont 29 banques. Et ce qu'il faut dire, et qui est plus remarquable, c'est qu'avec la crise de la pandémie en 2020, où on n'a pas de visibilité, tout le monde a des inquiétudes. Mais les banques ont su se montrer résilientes. Vous étiez une banque à capitaux privés. Aujourd'hui, vous êtes une banque d'État. Quelle est la différence de gestion? Il faut dire clairement qu'aujourd'hui, l'État a 53% du capital et la caisse de retraite à 47%. C'est grave. C'est grave, 47%. Mais du point de vue de la gestion, il n'y a pas de différence entre une banque à capitaux privés et une banque d'État. Parce que nous avons le même régulateur, nous sommes astreints aux mêmes règles.
aux mêmes règles prudentielles aujourd'hui qui guident le domaine bancaire, une activité vraiment structurée et réglementée. Les nouveaux défis, on les connaît, de l'univers bancaire, l'innovation, la modernisation des services bancaires. Comment est-ce que Versus Bank s'adapte à ces nouvelles donnes-là? D'abord, il faut dire que l'environnement aujourd'hui fait que c'est un impératif de s'adapter. Et cela a été beaucoup plus accru avec la crise qui est survenue en 2020. Il fallait s'adapter, sinon on peut disparaître. Et moi, en arrivant à la tête de la banque, j'ai entrepris avec mes équipes un plan de transformation. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le digital, c'est l'avenir de la banque. C'est le présent aussi, non? C'était l'avenir de la banque. Mais ce que je veux dire, le mouvement a été accéléré avec la crise. Et donc, cette accélération a permis à Versus de s'adapter et de pouvoir donc réaliser ces performances qu'on a pu réaliser malgré la crise, de doubler nos résultats en 2020. Ça veut dire que vous gagnez beaucoup d'argent aujourd'hui? Que nous gagnons beaucoup d'argent, nous gagnons de l'argent. Combien? Combien? Ce que je peux dire, c'est que nous avons, en termes de résultats nets, doublé nos résultats nets entre 2019 et 2020. En 2019, nous avons réalisé un résultat net de 1,5 milliard et en 2020, 3,115 milliards. Et qui est-ce que vous financez? Est-ce que c'est des particuliers, des PME, des PMI? Et quel secteur d'activité est prioritaire? La Versus Bank, aujourd'hui, est le champion en matière de financement des PME. 70% de nos financements vont aux PME. Et nous avons su donc mettre en place, je vais dire, une stratégie qui fait qu'on a développé une expertise. C'est ça qui fait notre force. Quel est votre encours de crédit? L'encours de crédit, à fin juin, était à 180 milliards. Vous voyez, mais plus que le montant, ce qui est important, c'est de voir l'évolution. Je veux dire qu'entre 2019 et 2020, on a augmenté de 52%. Entre 2020 et maintenant, de 30%. Je veux dire qu'on augmente de manière progressive pour renforcer notre position sur ce segment où nous avons pu développer une expertise qui fait que, je veux dire, nous contribuons à créer des champions nationaux. En termes de secteur d'activité, c'est des secteurs variés. Si vous voulez, l'État a des projets d'infrastructure dans le BTP, dans l'énergie, dans l'eau, dans l'éducation. Et nous finançons donc des PME de tous ces secteurs, mais également des PME du secteur de la télécom, d'autres secteurs, je veux dire, qui bénéficient de nos financements et qui nous permettent donc d'avoir ces performances-là. Ça coûte combien le taux d'intérêt? Oui. Le taux d'intérêt, ça dépend. Vous savez, le taux d'intérêt, c'est fonction à la fois de la durée de financement, des garanties proposées. En moyenne, pour vous donner un ordre d'idée, nous partons entre 6,50 et 11%. Les banques font très peu confiance, l'environnement bancaire n'est pas adapté, les banques ne prêtent pas. Est-ce que vous entendez ces critiques-là et qu'est-ce que vous répondez à ça? Ce que je réponds généralement aux PME quand elles nous font ce reproche, c'est de dire que le crédit, c'est la confiance. On ne prête qu'à ceux qui peuvent rembourser. Et à ceux à qui on a confiance et à ceux qui tiennent leurs engagements. Parce que nous ne prêtons pas de ressources que nous collectons qui appartiennent à des personnes. On a le devoir, quand ces personnes ont besoin de leurs ressources, de leur restituer. Et donc, si on a un taux de défaut qui est élevé, on va avoir des problèmes. Nous finançons les PME. Mais c'est vrai qu'il faut aider les PME à se structurer. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que quand on n'accompagne pas la PME, je vais dire que vous mettez les fonds à la disposition d'un promoteur qui, je ne dis pas qu'il n'est pas sérieux, mais enfin, qui, au lieu de financer ce pourquoi il a obtenu le crédit, il va financer autre chose. C'est ça qui crée le problème. Et puis, il faut dire que c'est un écosystème. Chacun dans l'écosystème doit jouer sa partition. Si chacun joue sa partition, il n'y a pas de raison. Quels conseils pouvez-vous donner à ces PME-là qui vous suivent et qui aimeraient se lancer, demander un crédit, un accompagnement? Pour que la PME puisse être vraiment bien suivie, il faut que vraiment elle-même travaille à se structurer, travaille, n'est-ce pas, à exprimer son besoin, et puis on lui apporte l'accompagnement nécessaire. Et autre chose aussi, je veux dire qu'un promoteur qui croit son affaire, quand même devrait pouvoir aussi se mouiller un peu. Quand vous avez un rêve, un projet que vous voulez réaliser, il faut le préparer. Je dis, bon, ben, je vais investir dans tel endroit. Je commence par épargner. Je vais voir mon banquier pour écouter, j'ai tel projet qui coûte 100. J'ai épargné même 10. Accompagnez-moi.
Le banquier vous prend plus au sérieux parce qu'il sent que vous vous impliquez dans votre affaire. Et donc, venez prendre conseil auprès de son banquier d'abord, au moment où on élabore son business plan. Ça aussi, on peut le faire. Quelles sont les perspectives de la Versus Bank? Au niveau de la clientèle de particuliers, nous avons entrepris un développement de notre réseau, mais assez maîtrisé, qu'on va allier avec la digitalisation, de manière à ce qu'on puisse adresser une clientèle qui ne vient pas forcément d'un agent physique. On peut avoir quelqu'un qui se trouve à Kogo ou à Boaké, où nous ne sommes pas installés, mais qui peut être client de Versus Bank et faire ses opérations bancaires. Et ça, nous y travaillons. Et c'est quelque chose qui va se développer d'ici 2022. Jérôme Méoui, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Money. Je vous en prie et je voudrais vous remercier, vous également, de m'avoir donné cette opportunité de participer un tant soit peu à l'éducation financière de nos populations, ce qui va permettre, n'est-ce pas, aux banques de jouer leur rôle dans cet écosystème. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. RTI Money.